Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance calme qui s'annonce en Europe avec des indices actions qui sont positifs à mi-séance. Séance calme parce que les marchés américains resteront fermés aujourd'hui pour Thanksgiving et un grand week-end quand même qui commence pour la population américaine dans son ensemble, même si on aura une demi-séance demain sur les marchés américains. C'est quand même une semaine très écourtée de ce point de vue-là, des volumes qui vont être faibles aujourd'hui sur les marchés européens, mais de l'actualité quand même qui porte notamment le titre Rémy Cointreau sur de plus hauts historiques. Le titre Rémy Cointreau qui s'envole de plus de 10% après la publication de ses résultats des mois écoulés, de l'année écoulée, de son exercice écoulé. Rémy Cointreau qui a relevé par ailleurs ses objectifs financiers après un semestre exceptionnel. Rémy Cointreau donc la vedette du jour parmi les valeurs moyennes, et on voit d'ailleurs que l'ensemble du secteur des spiritueux réagit bien puisque le titre Pernod Ricard lui gagne plus de 2% au sein du CAC 40. Vous aurez les infos clés dans un instant à mi-séance avec Alix Nguyen, et puis les sujets d'actualité du moment, un peu de politique bien sûr avec le nouveau logiciel allemand. La coalition tricolore a scellé son accord après quelques semaines de négociations. Olaf Scholz sera élu chancelier à l'occasion d'un vote qui se déroulera début décembre au Bundestag. Que peut-on attendre en tant qu'investisseur, bien sûr, de cette nouvelle coalition en Allemagne sur les sujets allemands, sur les sujets européens? Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Et puis la grande question de cette fin d'année, faut-il accélérer la normalisation des politiques monétaires de crise qui ont été mises en place pendant le Covid? C'est le sujet qui anime les grandes banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine, mais dans une moindre mesure également. Le sujet est débattu au sein de la BCE et au sein de la Banque d'Angleterre, peut-être plus que jamais. Ces trois grandes banques centrales ont des réunions prévues sur la semaine 50, quasiment la dernière semaine de l'année 2021, 14, 15 et 16 décembre. Des rendez-vous de banques centrales qui seront donc importants pour cadrer peut-être les évolutions en matière de politique monétaire sur la première partie de l'année 2022. Séance calme et positive donc en Europe. Le point complet, les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. Pas échaudée, la bourse de Paris semble déterminée à maintenir son rebond. Aujourd'hui, à l'occasion de Thanksgiving, Wall Street sera fermée. Une certaine mollesse devrait imprégner les marchés. Hier, la place américaine clôturait en légère hausse, rassurée entre autres par une forte baisse des inscriptions au chômage et l'augmentation plus forte que prévue en octobre de la consommation des ménages. Des données satisfaisantes malgré des tensions persistantes sur les prix, propulsant l'indice des dépenses de consommation personnelle, soit l'indice le plus suivi par la Fed à un pic de 30 ans. Sans grande originalité, la tendance est soutenue par le rebond des valeurs du luxe avec des gains de près d'1% pour LVMH et Hermès. Dans le sillage du Nasdaq, les technologiques se reprennent également. Capgemini progresse, Dassault Systèmes et Téléperformance aussi. Rémy Cointreau décolle grâce à un troisième trimestre qualifié de formidable par son directeur général, avec un bénéfice trimestriel multiplié par 2 et une marge opérationnelle courante à un record historique. Le groupe rehausse ses perspectives annuelles. Du côté des banques centrales, d'après les minutes de la dernière réunion du FOMC publiée hier soir, plusieurs responsables de la Fed se montrent favorables à une accélération de la réduction du programme d'achat d'actifs, constat qui repose sur la crainte d'une poussée de l'inflation plus durable que prévu. Et puis l'autre grand thème du moment est celui en Europe de la dégradation de la situation sanitaire. Ce jour en France, le ministre de la Santé Olivier Véran doit tenir une conférence de presse. En Allemagne, alors que la coalition succédera le mois prochain à l'actuel gouvernement, le successeur d'Angela Merkel, Olaf Scholz, déclarait hier que la vaccination devrait être rendue obligatoire pour certaines catégories de la population, dont celles en contact avec des personnes fragiles. On termine avec un focus sur quelque autre valeur. Orange recule. L'opérateur a annoncé avoir accepté la démission de son PDG Stéphane Richard. Il sera remplacé d'ici le 31 janvier prochain. Et puis Elior progresse toujours après l'annonce de résultats annuels supérieurs aux attentes. Alix Nguyen avec nous chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
L'accord de coalition a donc été scellé en Allemagne entre les sociodémocrates, les libéraux et les Verts, et Olaf Scholz sera donc le successeur d'Angela Merkel après un vote au Bundestag prévu début décembre. Nous parlons de cette nouvelle coalition allemande avec Frédéric Ducrozet, avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Quand on se place, alors évidemment sur le plan de la stratégie de marché, de l'investissement, qu'est-ce qui peut nous intéresser dans cette nouvelle coalition? On pense bien sûr au sujet budgétaire, financier, mais d'autres sujets également sont importants à regarder, côté transition écologique, et puis les sujets européens. Est-ce que l'Allemagne d'Olaf Scholz sera une Allemagne leader sur le plan des sujets d'intégration européenne? Quels sont les commentaires et les remarques qui vous intéressent ce matin, Frédéric, à ce sujet? Mais effectivement, tous ces sujets que vous évoquez sont importants pour l'économie allemande, pour l'économie européenne, pour les marchés européens. Et je pense qu'il faut rappeler un point important qui distingue l'Allemagne d'autres pays de ce point de vue-là. D'abord, les négociations ont été relativement rapides pour des partis qui, sur certains points, avaient des désaccords relativement profonds. Donc c'est plutôt d'abord une bonne chose d'y arriver relativement rapidement. Et puis, de manière plus fondamentale, pour les mois à venir, lorsque des partis en Allemagne, des partis de coalition ou gouvernement arrivent à un accord, et c'est un accord relativement détaillé avec de nombreuses pages sur tous ces sujets importants, eh bien en général, ces partis et ce gouvernement s'y tiennent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais il peut y avoir quand même des déviations entre les promesses électorales, l'accord de coalition lorsqu'il y a une coalition, et ce qui se passe ensuite en pratique, en politique, dans d'autres pays européens. C'est rarement le cas en Allemagne, donc on peut s'attendre à ce que ces engagements soient effectivement mis en œuvre. Et c'est là que c'est important. On n'a pas tous les détails pour aller directement, je pense, au sujet essentiel pour les marchés, en tout cas en Europe, sur les règles budgétaires européennes, sur l'investissement que l'Allemagne pourrait faire de manière supplémentaire, sur peut-être les petits artifices comptables qui pourraient être mis en œuvre pour aller au-delà de la règle des 3% ou des règles de Maastricht. On a suffisamment d'ambiguïté pour que ce qui est aujourd'hui dans les prix de marché, cet espoir d'une politique budgétaire allemande et européenne plus supportive, en soutien de la croissance européenne, soit effectivement mise en œuvre dans les mois qui viennent. Et je pense que c'est là l'espoir central. Il y a plein de détails à discuter, plein de flou encore dans certaines dimensions de la politique allemande. Mais l'essentiel, je pense, c'est qu'il y a suffisamment d'ambiguïté constructive, pour prendre un terme de la Banque centrale, pour que les marchés s'en satisfassent. Et ça veut dire, Frédéric, sans le dire, sans remettre en cause évidemment le frein constitutionnel à la dette en Allemagne, je crois que ce n'est pas du tout le sujet, mais vous dites qu'il y a techniquement de la place, des marges de manœuvre pour que l'Allemagne soit peut-être un peu plus expansive sur le plan budgétaire, un peu plus en soutien aussi peut-être des politiques budgétaires européennes au sens large. Absolument. Et encore une fois, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ce qu'on a eu, je pense, cette semaine. Il ne faut pas oublier que le prochain ministre des Finances sera Christian Lindner, responsable du Parti libéral, attaché très fortement aux règles budgétaires, et pourtant c'est lui aussi qui dit que la situation est différente, qu'on pourra être flexible. Le traité de coalition, l'accord de coalition n'exclut pas la reconduction d'outils exceptionnels comme le fonds de reprise et les fonds de soutien européens. On peut imaginer peut-être près de 100 milliards d'euros supplémentaires en investissements liés à la protection du climat et aux investissements en infrastructure en Allemagne hors bilan. Donc ce sont des chiffres considérables et c'est une direction, j'allais même dire irréversible quelque part pour plusieurs années. L'Allemagne ne reviendra pas en arrière sur ce type d'engagement, même si en pratique il faudra voir effectivement quels sont les montants mis en œuvre dans les mois qui viennent. Très intéressant, effectivement. Voilà, on va suivre les premiers pas de cette nouvelle coalition en Allemagne, à commencer par l'élection prévue début décembre d'Olaf Scholz comme nouveau chancelier par le Bundestag. La grande question qui anime les marchés en cette fin d'année, Frédéric, faut-il accélérer la normalisation des politiques monétaires? Et je le disais, on a une concentration de rendez-vous autour du 14, 15 et 16 décembre prochain avec les réunions de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Est-ce qu'il faut aller plus vite, passer à la vitesse supérieure? C'est un peu surprenant d'un point de vue fondamental, j'allais dire, puisqu'il n'y a pas de grosses nouvelles ou de gros changements sur les perspectives d'inflation depuis 2-3 semaines, pas de chiffre qui a changé complètement la donne. Et pourtant, le marché s'emballe un petit peu sur une renomination de Jérôme Powell qui, là non plus, je crois, ne change pas complètement la donne, et sur des minutes qu'on a de la dernière réunion de la Fed qui signalent qu'effectivement, avant même de commencer à réduire
le quantitative easing, on parle déjà d'accélérer ce processus de tapering. L'idée est effectivement de laisser la porte ouverte, de créer de l'optionnalité, je ne sais pas si le terme français est très propre, mais des options à la hausse, à la baisse, dans toutes les directions possibles pour la politique monétaire l'année prochaine. Et pour la Fed, ça veut dire potentiellement monter les taux avant la mi-année, et c'est-à-dire donc finir le tapering du programme d'achat d'actifs avant la mi-année. C'est une possibilité, mais encore une fois, ce sont les chiffres d'inflation et sur le marché de l'emploi qui devrait, in fine, faire que la décision sera prise ou non et déterminer le calendrier. Ce n'est pas, je pense, encore une fois, l'emballement du marché dans une direction ou une autre, ou même la prise de position de tel ou tel membre de la Fed. Et les mêmes minutes qu'on a eues hier de cette réunion montrent qu'il y a un désaccord et peut-être une incertitude profonde sur les facteurs qui conduisent à un taux de chômage en baisse, à une relative difficulté des entreprises à trouver des employés. Et donc, si cette accélération des salaires qui en résulte est structurelle, cyclique, on ne sait pas. Il va falloir encore plusieurs chiffres et plusieurs analyses et plusieurs mois potentiellement pour que la Fed prenne une décision. Donc oui, c'est un risque que la Fed fasse peut-être même 3 hausses de taux l'année prochaine, mais ce sont les chiffres qui le détermineront. Et j'allais dire, elle ne le fera que si les conditions économiques sont effectivement réunies pour que cette politique monétaire se resserre un peu plus vite que ce qu'on anticipait jusqu'à présent. Si on est dans une phase beaucoup plus tactique, là, en termes de politique monétaire, aussi bien d'ailleurs du côté de la Fed que du côté de la Banque Centrale Européenne, peut-être Frédéric, on est dans cette phase où on gère les options, on gère le risque, une phase de risk management pour les banques centrales. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses qu'on aimerait avoir à l'occasion des réunions de décembre ? Je pense qu'on aura les réunions pour se tourner côté de l'Europe, on aura les réponses de la BCE sur l'arrêt du programme d'achat d'urgence, le PEP, à mars 2022, qui est très probable, sauf vraiment accident et catastrophe côté propagation du virus notamment. On aura également une décision sur l'autre programme d'achat d'actifs, l'APP régulier, qui sera, j'espère, je pense, toujours augmenté légèrement pour justement réduire et gérer ces risques dans la transition. Mais on n'aura pas peut-être d'autres décisions comme sur les opérations de refinancement des banques ou sur toutes les décisions que doivent prendre d'autres banques centrales au Royaume-Uni et aux États-Unis. Effectivement, il nous faut, je pense, encore beaucoup d'informations en détail sur les chiffres d'inflation, sur la réaction des anticipations d'inflation également, et les salaires, avant de prendre, il faut l'espérer, la bonne décision. Tous ces sujets semblent avoir apporté un peu d'agitation du côté des devises, notamment du côté du dollar, qui s'est beaucoup renforcé face à quelques grandes devises. Mais l'euro aussi, semble-t-il, alors en sens inverse, a eu plutôt tendance à se déprécier dernièrement. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement ? Est-ce que c'est un mouvement qui intègre déjà beaucoup d'informations ? Effectivement, traditionnellement, d'abord les banques centrales n'aiment pas la volatilité sur le taux de change. Quand ça va trop vite, on a tendance à avoir des réactions ensuite, ou au moins une communication qui s'adapte. On peut imaginer qu'il y a peut-être un petit peu d'excès, même si l'euro, contre le dollar en l'occurrence, continue de réagir au différentiel de taux d'intérêt. On a eu une remontée des taux réels aux États-Unis suite aux annonces de la Fed. Également aux perspectives de croissance. On a une vague de Covid en Europe beaucoup plus sévère et inquiétante en termes de conséquences économiques, et quelque part c'est un peu normal. Ce qui est moins normal, moins fondamental et peut-être structurellement quelque part plus inquiétant, c'est que la demande d'actifs en dollars, de dettes en dollars est devenue au fil des années structurellement plus importante de la part de banques centrales, d'investisseurs européens ou en Asie, et quelque part il y a toujours une raréfaction des titres en dollars dont ont besoin ces investisseurs internationaux. Et ça peut rajouter un petit peu, amplifier les mouvements de renchérissement du dollar qui, il faut le rappeler, sont quand même pas une bonne nouvelle pour l'essentiel, la grosse majorité en tout cas des pays, notamment émergents. Je ne dis pas que la crise qu'on a eue sur la devise turque est la conséquence directe de l'appréciation du dollar, mais il y a un lien très clair et ça peut, quelque part, dans certains autres endroits de la planète, aggraver les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric, merci pour vos remarques du jour sur ces sujets de marché. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.
continuons de parler des marchés, de stratégie d'investissement en l'occurrence, avec Kevin Tezek qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Kevin. Merci beaucoup d'être là, membre du comité d'investissement de Carmignac. La question en fait, c'est comment on réfléchit à une stratégie d'investissement pour 2022. Non pas que tout change au 31 décembre ou au 1er janvier, mais voilà, si 2022 s'annonce comme une année de normalisation sur plein d'aspects, comment est-ce qu'on réfléchit à faire évoluer la stratégie d'investissement après la phase aiguë du Covid, après la phase de reprise post-Covid et en perspective de cette phase de normalisation? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que cette phase de normalisation, elle ne va pas être la même partout. On a vu cette phase de reprise marquée par une désynchronisation entre les différents grands blocs économiques. Et ça devrait se poursuivre. Frédéric le mentionnait. Sur les États-Unis, on s'attend bien à ce qu'il y ait quand même moins de soutien monétaire d'une part. Il faut aussi regarder qu'il y aura moins de soutien budgétaire d'autre part, même s'il y a des accords et des montants extrêmement importants qui sont en jeu pour le budget 2022, ce sera toujours moins qu'en 2021. On ne fera pas 15% de déficit l'an prochain aux États-Unis. Et a priori, non, mais heureusement. A priori pas. Ouais. Et donc ça a quand même une incidence, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un policy mix dans notre jargon, donc moins de soutien monétaire, moins de soutien budgétaire, des valorisations qui sont très élevées globalement. Donc ça interroge quand même. Puis il faut regarder ce qui se passe ailleurs aussi. Alors en zone euro, on a quand même une trajectoire de croissance qui, elle, pourrait être plus résiliente. Il a aussi, Frédéric, mentionné l'impact de la coalition allemande et l'impact positif. On a aussi les fonds du Next Generation EU Fund, donc du plan de relance qui continuent à se mettre en place et qui vont eux-mêmes accélérer. Donc là, on va dire un peu plus de stabilité. Et puis à l'inverse, si on regarde ce qui se passe un peu plus à l'est, là on a par exemple en Chine une politique qui est très orthodoxe, tant sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. Et ça aussi, c'est des choses qui pourraient changer. Et donc on voit bien la dynamique qui a pénalisé beaucoup ces actifs chinois cette année, qui a porté beaucoup les actifs des pays développés. On a une dynamique qui pourrait là s'inverser si on avait une forme d'inflexion dans ce policy mix chinois. Je rebondis sur ce dernier point. Ça veut dire qu'il faut commencer ou recommencer à être positif sur la Chine, sur le plan de l'investissement, Kevin ? Oui, alors il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire qu'il y a la partie obligataire, c'est-à-dire que ce à quoi on s'attend, c'est bien à ce qu'il y ait, on va dire, un resserrement de cette politique monétaire très orthodoxe en Chine. Donc là, il y a de la valeur à être acheteur de ces obligations, parce que ces taux-là, ils pourraient baisser pour venir soutenir l'économie chinoise. Et puis, bien sûr, les marchés d'actions également, parce que là aussi, encore une fois, il faut garder à l'esprit que la contre-performance des marchés d'actions chinois, il est bien évidemment la résultante ou la conséquence d'un durcissement réglementaire, mais aussi d'un ralentissement cyclique ou lié au désendettement. Et ça, c'est sans doute ce qui nous attend pour l'année prochaine aux États-Unis. Si on reste dans cette idée de désynchronisation entre ces grandes zones, Kevin, où est-ce que ça peut provoquer des frictions dans les marchés globaux? Où est-ce que ça va provoquer peut-être des mouvements, des contre-pieds, des choses qui sont compliquées à anticiper aujourd'hui? Là, je parlais des devises. C'est vrai qu'on a l'euro-dollar sous les yeux depuis quelques semaines maintenant, mais alors que le Forex est resté très sage pendant la phase pandémique où tout le monde intervenait en même temps de la même manière, est-ce que c'est là que la désynchronisation va se matérialiser d'une certaine manière? Oui, et ça va venir sans doute aussi impacter les marchés de taux. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu, on va dire, une avancée. On a ramené en avant les perspectives de hausse de taux aux États-Unis. Et dans le même temps, donc on a eu ces taux courts qui, eux, sont remontés. Et dans le même temps, on a des taux à plus long terme, 10 ans à 30 ans, qui, eux, sont restés sur des niveaux très, très bas. Une des raisons à cela, c'est que, pour un investisseur étranger, il y a de la valeur à être investi sur ces parties de courbe de taux-là. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple très concret. C'est-à-dire qu'un fonds de pension japonais, s'il achète des taux à 10 ans aux États-Unis, même couvert du risque de change, ça fait plus de 1% de rendement par rapport à zéro à ce qu'il peut avoir chez lui. Et donc ça amène quoi? Ça amène des phénomènes d'aplatissement de courbe de taux. C'est-à-dire qu'on a les taux courts qui remontent et puis des taux longs qui eux, restent bas. Et donc ça aussi, c'est aussi le reflet, on va dire, de la perspective d'avoir des banquiers centraux qui vont faire un petit peu moins, ça pèse sur les anticipations de croissance à long terme. Mais ça pose des questions parce que ça peut amener à une inversion de cette courbe des taux d'intérêt. Et là, pour le coup, ça peut amener beaucoup d'instabilité d'une part. Et puis d'autre part, avec ces courbes de taux qui s'aplatissent, ça coûte de plus en plus cher de se couvrir contre ce risque de change. Et ça peut aussi, ça pourrait ramener de la volatilité sur les parties un peu plus longues des courbes de taux d'intérêt.
si la normalisation des politiques monétaires implique que les courbes de taux s'aplatissent et donc que les taux longs restent à des niveaux très faibles, 1,60, 1,70, on voit que dès qu'on arrive sur ces niveaux sur le 10 ans américain, c'est compliqué d'aller très au-delà. Qu'est-ce que ça implique pour les marchés actions, sachant qu'un an après l'arrivée des vaccins, quand on fait le match value-growth, les deux grands styles de gestion, les écarts n'ont pas tellement bougé. Ouais. La trajectoire a été différente, mais les écarts sont les mêmes. Eh bien, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ce qu'on anticipe globalement, c'est quand même moins de croissance. Encore, on a eu une année 2021 qui a été exceptionnelle, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. Comme vous le disiez, un retour à une forme de normalité, ça veut dire moins de croissance l'année prochaine. Et donc ça, c'est-à-dire que quand on investit sur les marchés d'actions, il y a sans doute plus de valeur, en tout cas un potentiel de surperformance plus important sur les valeurs qui sont moins sensibles à la croissance économique. Donc ça, c'est un facteur. Il y en a un deuxième, Frédéric le mentionnait, c'est que dans ce débat sur une inflation transitoire ou durable, ce qu'il en sort, c'est que les salaires, eux, ils accélèrent. Et donc, quand on investit sur des marchés d'actions, c'est important de regarder le potentiel qu'ont ces entreprises à maintenir leur marge. Ce type de valeurs-là, on les trouve plus largement dans ces sociétés de croissance à bonne visibilité. Donc, c'est plutôt sur ces valeurs-là qu'on va aujourd'hui allouer des actifs. Intéressant, parce que vous dites, même s'il y a un peu d'inflation, y compris salariale, les entreprises les plus à même de défendre leurs prix sont les entreprises qui ont fait la décennie passée en termes de performance boursière, des grandes valeurs technologiques ou de croissance. Ce sont ces valeurs-là qui vont avoir le pricing power au final. A priori, oui, et puis c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des choses qui sont déjà passées historiquement. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé entre les années 60 et les années 70, on a bien vu des marchés d'actions, alors dans un contexte où il y avait des taux qui remontaient, une inflation qui remontait, on a bien vu ces grandes valeurs, un groupe d'une cinquantaine de grandes valeurs qui ont continué à tirer la performance des marchés d'actions. Et puis après, on va dire là aussi, si ce qu'on anticipe, c'est moins de croissance économique, ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, c'est moins de résultats pour les entreprises. Dans le même temps, des salaires, ou en tout cas une inflation induite par les coûts qui, elles, augmentent, il faut pouvoir préserver ses marges. Une bonne façon de le faire, il me semble que c'est d'investir. Et d'investir dans quoi ? Dans l'informatique, typiquement dans les logiciels, pour avoir des gains de productivité et maintenir ses marges. Et donc on comprend bien l'attrait que peuvent avoir ces grandes valeurs technologiques qui permettent ça notamment. Ça, c'est pour les éléments stratégiques sur les prochains trimestres, 2022, pour le dire simplement. La question plus tactique, c'est comment on gère la fin d'année, là, jusqu'à la semaine 50 et les réunions de Banque centrale. Après une année qui a été quand même incroyable, et on voit bien tous les sujets dont on débat, ça bouge, il y a un peu de volatilité sur les marchés obligataires, quelques mouvements sur les devises, mais bon, encore une fois, les marchés actions, eux, sont au plus haut, restent au plus haut, et on voit bien que même ce qu'on appelle une consolidation, un retracement est très très difficile à obtenir de la part de ces marchés actions. Oui, alors sur la fin de l'année, sur les marchés d'actions, on va dire on reste dans un environnement où les taux réels, ils se remontent un petit peu, mais ils restent quand même sur des niveaux extrêmement bas. Donc ça, on va dire, ça explique aussi la tenue très bonne de ces marchés d'actions, de ces marchés du crédit également. Je vous le disais, pour nous, il y a une bonne asymétrie aujourd'hui, être investi sur ces sociétés, on va dire, de croissance à bonne visibilité. C'est que si jamais on a, on va dire, une forme de déception sur la croissance ou des formes de crainte dans le marché, ces valeurs-là, elles devraient quand même relativement mieux se comporter parce qu'elles tendent à avoir plus de visibilité justement et à être plus robustes. Ça, c'est une chose. Sur les marchés obligataires et sur les marchés de taux, il faut faire une gestion là aussi qui est très différenciée parce que ce qui nous attend potentiellement sur la réunion de la Réserve fédérale autour du 15 décembre, c'est qu'on nous annonce que le rythme de réduction des achats d'actifs, il accélère, qu'on passe de 15 milliards à 30 milliards. Et donc, là aussi, on pourrait voir des indications de la part de la Réserve fédérale américaine que ce ne sera pas une, mais deux hausses de taux qui seront mises en place en 2022. Donc ça veut dire potentiellement des taux courts qui vont remonter. Donc là, il y a plutôt une forme de la valeur à être plutôt prudent sur ce risque-là, d'avoir des taux courts aux États-Unis qui remontent. La Banque centrale européenne, dans sa communication, elle n'est pas forcément toujours très claire. On est très très loin de sa cible d'inflation, et ça même sur une période longue. Pour autant, il y a 2 programmes qui va s'arrêter. Donc ce manque de clarté-là, il peut aussi l'amener un petit peu de volatilité. Donc on a tendance à être plutôt prudent sur les instruments de dette périphérique, par exemple, où
Voilà, on pourrait voir les marchés venir un peu tester la fonction de réaction de la Banque centrale européenne. Et puis on a une Banque centrale d'Angleterre qui elle a une communication, on va dire, très différente de celle des autres grandes banques centrales. Communication très embrouillée, je le dis comme ça, je l'assume. C'est vous qui le dites très bien. Mais ça aussi, ce que ça induit, c'est que le marché aujourd'hui, il anticipe beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a entre 5 et 6 hausses de taux qui sont anticipées au Royaume-Uni à un horizon 12-18 mois. Et donc là, et ça, c'est plutôt tant mieux d'une certaine manière. Enfin, que le marché ait pris beaucoup d'avance comme ça, du point de vue des décisions et des banques centrales, ça donne un peu de marge, j'imagine. Bien sûr. Et d'un point de vue de gestion, parce que notre métier, c'est aussi de traduire, on va dire, ces anticipations-là dans les portefeuilles pour faire de la performance. Mais là, sur des taux courts anglais, il y a des choses à faire. Exactement, mais plutôt à l'achat. Donc, bien une gestion différenciée et une gestion active sur ces marchés de taux, toujours. L'idée d'une normalisation, mais désynchronisé, c'est quand même un peu le grand schéma qu'on a en tête là pour 2022. Merci beaucoup Kevin, merci d'avoir été avec nous pour votre éclairage là sur la stratégie d'investissement qui est celle de Carmignac en l'occurrence, les quelques grands axes qui guident votre stratégie d'investissement aujourd'hui. Kevin Tauzet qui est avec nous en plateau, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.